Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un carnet de notes numérique, un vrai mystère. Le but du jeu, tenter de démasquer celui ou ceux qui se cachent derrière. On va transformer toutes ces données un peu brutes en une véritable enquête, visuelle et je l'espère captivante. Alors, imaginez un peu le tableau. On reçoit tout un tas de fichiers numériques, un peu en vrac. Il y a des données sur un quartier, des notes techniques super pointues et même des sortes de manifestes politiques. Bref, un vrai puzzle. La question centrale, celle qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est bien sûr, mais qui se cache derrière ce fameux notebook ? Et notre enquête, elle commence ici, avec ce qui ressemble fort à une première indice géographique, Oderghem. Une commune à Bruxelles. Bon, ce qui est vraiment curieux, c'est de trouver ce nom si précis au beau milieu de tout un tas de données hyper techniques. Ça interpelle tout de suite. Pourquoi Oderghem en particulier ? Juste après, une autre pièce du puzzle vient s'ajouter, mais cette fois c'est une pièce technique, un nom de domaine, wafi.eu. Et là attention, ce n'est pas juste une adresse web, c'est le signe d'une présence en ligne qui est pensée, qui est structurée. Ce mélange entre le local, très concret, et le jargon technique, ça devient de plus en plus intriguant. Et pour couronner le tout, on trouve des concepts, disons, un peu plus théoriques, comme celui de médiactivisme, qui se retrouvent juste à côté de projets de société vraiment à grande échelle. Alors, la grande question, c'est comment est-ce que toutes ces pièces si différentes peuvent bien s'emboîter ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va tenter de découvrir. Allez, on y va. Première étape de notre enquête, il faut absolument trouver un point d'ancrage géographique dans ce qui ressemble à un véritable océan de données. Et cette première piste nous ramène donc à Oderghem. Ce qui est frappant dans les documents, c'est l'attention quasi obsessionnelle qui est portée à cette commune. Ce n'est vraiment pas une simple mention au passage. Non, c'est une analyse très très fine de son tissu associatif. Ça suggère un lien extrêmement fort avec le territoire. Ce tableau, il est assez fascinant, il faut bien le dire. Regardez un peu ce niveau de détail. On ne parle pas seulement de club de sport, non, on parle du club de foot des expatriés avec plus de 50 nationalités ou de celui de la communauté finlandaise. Ce genre de précision, ça ne vient pas de nulle part. Ça nous dit que la personne derrière tout ça n'est pas un simple observateur. C'est quelqu'un qui est profondément ancré dans la vie locale. Et de toute cette analyse très fine, 3 grandes tendances se dégagent. D'abord, des modèles hybrides, où le public et le privé se mélangent. Ensuite, une internationalisation très forte, portée par la communauté des expatriés. Et enfin, l'écologie, qui devient un vrai ciment social. La conclusion de l'auteur est limpide, ce tissu local, c'est une force, un véritable terrain de jeu pour l'action citoyenne. Bon, maintenant qu'on a un ancrage physique bien solide, il est temps de suivre la piste numérique. Quel genre d'empreinte notre mystérieux auteur a-t-il bien pu laisser en ligne ? Ces citations qu'on trouve dans le notebook, elle est absolument essentielle pour comprendre la stratégie. C'est l'idée d'un mimétisme subversif. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est utiliser les codes et les outils du système, ceux des institutions, de la tech, pour en quelque sorte le retourner contre lui-même, le critiquer de l'intérieur. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble, cet écosystème numérique. On voit bien que ce n'est pas juste un petit site web, pas du tout. C'est un véritable réseau décentralisé avec un portail principal et toute une série de projets hébergés sur GitHub. L'ensemble est clairement pensé pour être résilient et pour servir à l'éducation citoyenne. Et là, il y a un point qui est vraiment fondamental, le choix de la technologie. Ce n'est pas un hasard. Le fait de choisir un système comme GraphCMS, qui fonctionne avec des fichiers plats, plutôt qu'un CMS traditionnel avec une grosse base de données, eh bien c'est presque une déclaration politique. C'est un choix qui privilégie la sobriété, la sécurité et surtout l'autonomie et la résistance à la censure. Finalement, tout ça repose sur 4 grands principes. La techno-résilience, pour avoir des outils et des analyses qui tiennent la route, l'open source, pour que n'importe qui puisse copier le projet et assurer sa survie, la protection de la vie privée, bien sûr, et enfin cette idée que la connaissance, c'est un commun, quelque chose à partager, pas à posséder. Tout ça dessine les contours d'un projet numérique vraiment émancipateur. Ok, on commence à y voir plus clair. On a le où, Oderghem, et le comment, cet écosystème numérique. Mais la question la plus importante reste entière. Pourquoi ? Pourquoi se donner tout ce mal ? Le mobile, la raison de tout ça. Eh bien ça commence avec un chiffre assez vertigineux, entre 21 et 24 milliards d'euros. La question c'est, à quoi correspond cette somme colossale ? C'est tout simplement le coût annuel de l'inactivité et du chômage pour l'État belge. Un coût qui pèse sur les finances publiques, bien sûr, mais qui affecte surtout près d'1 million de personnes. Voilà le problème de fond qu'ils ont identifié, un gaspillage immense. Pas seulement d'argent public, mais surtout de potentiel humain. Et face à ce constat accablant, il ne se contente pas de critiquer. Non, il propose une solution concrète, l'économie contributive provisionnée, ou ECP. L'idée de base, c'est de renverser la logique, transformer ce qui est vu comme une dépense passive en investissement socialement rentable.
Comment? En valorisant les contributions citoyennes des personnes sans emploi. Évidemment, pour qu'un tel modèle puisse fonctionner, il faut des garde-fous. Et il y en a 5 qui sont présentés comme non négociables. Le but est simple, protéger les participants et garantir que tout le système reste volontaire, transparent et surtout sécurisé, sans jamais risquer de perdre ses droits sociaux. Et attention, ce n'est pas juste une idée jetée en l'air, loin de là. C'est un véritable projet politique très structuré avec une feuille de route qui s'étale sur plusieurs années. Ça part d'une phase de démonstration dès 2025 pour aller jusqu'à une possible institutionnalisation à l'horizon 2029. Bon, on a maintenant tous les indices en main. Le territoire, l'écosystème numérique, le projet politique. Il est temps de tout rassembler pour dresser un profil final. Alors, qui se cache derrière ce notebook? La réponse, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, mais d'un collectif. Les documents sont signés CCPLC, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. Et on peut dire que leur nom est un programme en soi, ils reflètent parfaitement leur mission. Pour résumer, ce portrait robot nous dessine une forme d'activisme numérique assez nouvelle. C'est un collectif qui est à la fois hyper local, avec une vraie connaissance du terrain à Bruxelles, et en même temps très compétent techniquement. Et tout ça au service d'un projet politique ambitieux qui vise un changement systémique. Leur anonymat n'est donc pas une coquetterie, il est stratégique. C'est la mission qui compte, bien plus que les individus. Et toute cette enquête nous laisse avec une question de fond. Une question qui résonne particulièrement aujourd'hui. Pour mener une action citoyenne efficace, quelle est la meilleure stratégie? Faut-il choisir l'anonymat pour se protéger et mettre le message en avant, ou au contraire, la transparence pour bâtir de la confiance? C'est une réflexion qui touche vraiment au cœur de ce que signifie s'engager aujourd'hui. Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse qui nous a été demandée, une sorte d'enquête. L'idée, c'est de remonter un fil, le fil rouge, pour comprendre qui se cache derrière un écosystème numérique vraiment bien fascinant. Oui, un écosystème que la personne qui nous a écrit a baptisé le notebook. C'est ça. Et l'objectif, ce n'est pas de trouver un nom ou une adresse. C'est plutôt de cerner la philosophie, la méthode qu'il y a derrière. Et pour ça, on a pas mal de matières. On a surtout 2 rapports d'analyse très détaillés qui décortiquent tout un tas de sites web, de projets, tous reliés à un portail central, wayafi.e. Et à côté de ça, on a des dossiers beaucoup plus concrets, des documents de plaidoyer pour un projet social qui s'appelle l'économie contributive provisionnée. Notre mission, c'est donc de jouer un peu les détectives, de voir comment cet ensemble, qui est à la fois un outil de veille, un labo social, Un outil de contre-pouvoir. oui, un outil de contre-pouvoir, comment tout ça dessine le portrait robot de son créateur ou de ses créateurs. Une des sources parle d'ailleurs d'une architecture de contre-pouvoir. Je trouve le terme très bien choisi. Alors, commençons par le début. Le cœur du réacteur, c'est ce site .wefi.eu. Les sources le décrivent comme une plateforme de résistance intellectuelle ou un espace de veille citoyenne. Ça peut paraître un peu grandiloquent, mais c'est bien plus qu'un site. C'est une constellation. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier indice, on l'a avant même de lire la moindre ligne. Ah oui, C'est-à-dire, c'est l'architecture technique elle-même. C'est un acte politique en soi. Le site principal, il utilise Grave. grave. C'est un CMS flat file. Pour faire simple, c'est un système qui marche sans grosse base de données centralisée, comme WordPress par exemple. D'autres parties sont sur GitHub Pages. Donc le choix de l'outil est déjà une déclaration d'intention. Ce n'est pas juste une question de budget. C'est exactement ça. Ces choix, ils ne sont pas du tout anodins. Ils montrent une recherche d'autonomie, de frugalité, ça consomme très peu de ressources et de résilience. Une des analyses utilise une formule que je trouve très juste, la techno-résilience. La techno-résilience. L'idée, c'est de construire des espaces numériques qui sont riches, oui, mais qui restent légers, qui respectent l'utilisateur et surtout, qui sont indépendants des géants du web. C'est une logique de souveraineté numérique, en fait. C'est fascinant. Le contenant fait déjà partie du message. Alors, explorons cette constellation. Elle est faite de plusieurs cellules. Il y a d'abord wifi.e, la vitrine, et c'est là, je crois, qu'on trouve la section MySpace, qui doit correspondre à ce fameux notebook. De quoi il s'agit, au juste? Alors, cette section, c'est une véritable boîte à outils pour organiser la connaissance. Ça ne fait pas que lister des applications comme Obsidian ou Notion. D'accord. Chaque outil est analysé sous un angle stratégique.
comment on l'utilise pour cartographier un sujet complexe, comment on archive des sources pour qu'elles durent. C'est un guide pour passer de l'information qu'on subit à une connaissance qu'on maîtrise. Donc ce notebook, ce n'est pas un blog sur les dernières applis à la mode, c'est un manuel d'autodéfense intellectuelle. Voilà les outils, et voilà comment vous en servir pour penser par vous-même. C'est tout à fait l'esprit. Et juste à côté de cette facette très sérieuse, on trouve le CCPLC. Le collectif citoyen pour la participation libre et consciente. Exactement. Et là, on change complètement de registre. C'est la partie la plus théâtrale de l'écosystème. Les sources parlent de simulacres, de fausses institutions. C'est ça. C'est une fausse agence de conseil qui imite à la perfection les codes des think tanks, des cabinets d'audit. Ils ont des organigrammes, des rapports au jargon incompréhensible. Attendez, donc ils ont monté toute une fausse structure juste pour critiquer le système de l'intérieur. C'est un travail énorme pour une simple parodie. Il doit y avoir autre chose. Bien plus. La devise du collectif, citée dans un rapport, est très claire. Il faut les manipuler, les explorer, parfois les casser. La parodie, c'est une méthode d'investigation. En imitant l'adversaire, on découvre ses failles. C'est du grand art. On a donc la boîte à outils d'un côté et le théâtre de l'absurde de l'autre. Et les laboratoires de recherche là-dedans. Les sources mentionnent Deotech et GPT-Pardy. Ce sont les carnets de laboratoire, mais ouverts au public. Deotech rassemble des notes brutes, des hypothèses. GPT-Pardy, c'est un espace d'expérimentation avec les IA génératives pour la recherche. C'est transparent donc? On voit la pensée en train de se construire? Voilà, c'est l'anti-rapport final, tout lisse et parfait. Et pour finir le tableau, il y a des projets plus ciblés. BXU 2030 sur les transformations de Bruxelles. Et cette entité très mystérieuse, Nixo.Bruxelles. Une fausse entreprise qui servirait de cible d'entraînement? On dirait un roman d'espionnage. C'est l'hypothèse des analystes. Une sorte de honeypot, un pot de miel, une coquille vide qui sert de terrain de jeu pour tester les techniques d'audit, de recherche en source ouverte que le collectif développe. Un sparring partenaire numérique, quoi. Cette galaxie est impressionnante, mais elle peut paraître un peu éclatée. Qu'est-ce qui relie un projet sur l'urbanisme à Bruxelles et une parodie de think tank Viosa? J'imagine que le nom, WEFIE, c'est le début de ce fameux fil rouge. C'est le fil rouge principal. L'analyse sémantique de ce nom elle est d'une richesse incroyable. C'est une collision volontaire de 3 registres. D'accord, alors décortiquons ça. D'abord, il y a FIeux. FIeux, comme dans l'argot bruxellois. Le mec, le gars. Exactement. C'est populaire, c'est horizontal, ça abolit la hiérarchie. Se nommer comme ça, c'est déjà affirmer une position d'en bas. Et il y a le « ouais ». Ce n'est pas un oui très franc, c'est le ouais un peu sceptique, un peu ironique, très belge. Le ouais, few, cause toujours. C'est tout à fait ça, la posture de l'observateur critique qu'on ne la lui fait pas. Et le coup de génie, c'est le 3e élément, l'extension de domaine en .eu. Ah oui. C'est là que la tension est maximale. On accole ce terme ultra-local, argotique, un peu frondeur, au symbole même de la technocratie européenne. C'est une intrusion du populaire dans l'institutionnel. Donc le nom lui-même, c'est déjà un acte de piratage culturel. Les sources appellent cette stratégie le mimétisme subversif. C'est le concept central. L'écosystème adopte systématiquement les codes du pouvoir, Le jargon, les rapports d'audit, le référencement Google. pour les retourner contre lui. C'est une forme de judo intellectuel et informationnel. Et ça ne reste pas théorique, ça donne des actions très concrètes. Le cas du leadexing, par exemple. Oui, le cas de Michel Henrion est une démonstration parfaite de la méthode. Michel Henrion, l'ancien porte-parole politique devenu chroniqueur et très soucieux de sa réputation en ligne, que s'est-il passé? Le collectif a publié une fiche biographique très détaillée sur lui. Une fiche entièrement factuelle, sourcée, donc inattaquable sur le plan légal. Mais, Poil à gratter, comme le dit le rapport. voilà, elle compile des faits documentés mais peut-être un peu gênants de son parcours. Et ensuite, le collectif a optimisé cette page pour le référencement Google de manière redoutable. Le piège se referme. Quand on tape son nom dans Google, cette fiche non officielle remonte tout en haut. Précisément, l'analyse appelle ça un piège sémantique. Ce n'est pas de la diffamation. C'est forcer une personnalité publique à faire face à son propre historique. C'est ce qu'on appelle la sous-veillance. La surveillance des surveillants par les citoyens. On retourne la caméra. C'est une méthode assez agressive quand même. Est-ce que ce n'est pas un peu limite? Les sources abordent la question légale. Oui, la question est soulevée. Et la force de la méthode, c'est justement qu'elle reste dans les clous de la légalité.
En ne publiant que des faits vérifiables et déjà publics, l'attaque en justice devient très compliquée. Le préjudice n'est pas créé par de fausses infos, mais par la mise en lumière d'infos vraies. C'est là toute l'ambiguïté. C'est un profil assez paradoxal qui se dessine. D'un côté, ce hacker qui tend des pièges sémantiques, et de l'autre, les sources nous montrent une facette complètement différente. Oui, on bascule dans une autre dimension avec le projet de l'économie contributive provisionnée, l'ECP. Et là, ça complète le portrait de manière spectaculaire. Quelle est l'idée centrale de ce projet? L'idée, c'est de s'attaquer à un vrai nœud du système social. Aujourd'hui, une personne qui est hors de l'emploi, au chômage, en incapacité de travail, ne peut pas légalement s'investir dans des projets, même d'utilité publique, sans risquer de perdre ses allocations. Ce qui est un frein énorme à la participation et ça crée de l'isolement. Exactement. Et l'ECP propose une solution très concrète. Les sources donnent des exemples. Imaginons une personne qui a des compétences en graphisme. Une association quartier a besoin d'une affiche. D'accord. La personne peut faire ce travail. Sa contribution est valorisée, mettons, à 100 €, mais au lieu de les recevoir directement, Ce qui la mettrait en infraction? ces 100 € sont provisionnés, mis de côté dans un fonds, une sorte de compte bloqué à son nom. Et quand est-ce qu'elle peut toucher cet argent? Plus tard, quand elle retrouve un emploi ou quand sa situation administrative le lui permet sans risque. Ça lève complètement la peur de la sanction. Ce n'est donc pas juste une idée en l'air, c'est un mécanisme complet. Ah oui, c'est un travail de fond colossal. On a analysé des dossiers de plaidoyer de dizaines de pages, des argumentaires juridiques très pointus. C'est un projet prêt à être discuté au Parlement, quoi. Et le plus fou, c'est que les sources indiquent que c'est le CCPLC, l'entité parodique, qui est présenté comme le labo derrière cette proposition ultra sérieuse. C'est ce qui rend la stratégie globale si brillante. La critique n'est pas une fin en soi. La satire est une façade qui permet de développer, à l'abri, des alternatives concrètes. Et ça nous donne le portrait final de l'architecte derrière tout ça. Ce n'est pas seulement un critique, c'est un bâtisseur. Alors, si on met tout ça bout à bout, quelle est la conclusion? Quel est le portrait final? C'est le portrait de quelqu'un qui, pour citer une des analyses, réussit le tour de force de lier la théorie critique à la pratique technique. L'objectif de tout cet écosystème, du notebook à l'ECTIP, c'est de donner les moyens de passer, je cite encore, d'un état de passivité informationnelle à une posture de veilleur actif. En résumé, le fil rouge nous a mené non pas à un nom, mais à un profil très clair. Une mission. Le notebook, ou plutôt cet écosystème, ou FLFew, c'est une machine d'autonomisation citoyenne. C'est ça. Et son créateur, délibérément anonyme, est ce qu'une source appelle un activiste institutionnel bruxellois. Quelqu'un qui utilise la technologie pour déconstruire, mais aussi et surtout pour construire. Et cet anonymat est une clé de lecture essentielle. Ce n'est pas juste pour se protéger, c'est une posture politique. Le but, c'est de mettre les idées, les communs, au centre, pas à l'auteur. Les documents disent même que le projet est conçu pour être forqué, c'est-à-dire copié, modifié librement. C'est une posture radicale aujourd'hui, à l'heure de la marque personnelle. C'est l'anti-marque personnelle, en fait. Il est même écrit noir sur blanc que le projet accepte de disparaître si ce qui l'a rendu possible lui survit. L'œuvre est plus importante que son créateur. L'effacement de l'ego comme condition de l'efficacité. C'est une pensée vertigineuse. Et pour conclure, une dernière pépite. Une des analyses, en listant les compétences du créateur, mentionne le « sens du timing et des seuils ». Quand ne pas dire, quand révéler. Ce qui suggère que chaque action, chaque publication est un acte de communication stratégique mûrement réfléchi. Et ça laisse une question en suspens. À une époque obsédée par l'exposition de soi, quelle force nouvelle, quelle efficacité politique peut bien émerger d'un travail collectif et anonyme dont la plus grande réussite serait, au fond, de rendre ses propres créateurs parfaitement inutiles ?